France Maghreb 2. Assalamu alaikum, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Merci de votre fidélité à France Maghreb 2. C'est Fawzi ce soir pour vous accompagner avec beaucoup d'invités, pas mal d'invités. Premier invité, ça sera Hakim qui va venir nous rejoindre d'ici quelques instants pour nous parler du collectif Le Point Zéro et la pièce de spectacle, enfin le spectacle intitulé Les Oranges. Et on va parler d'Orange ce soir et puis on va parler de plein de choses tournant autour de cette troupe. Deuxième invité viendra tout à l'heure à 22h40 pour nous parler de son association Peace and Trip. Si vous voulez voyager en paix, eh bien ça sera l'occasion d'en parler avec Aïcha qui viendra également nous parler de son projet. Alors sans plus tarder, on va ouvrir les micros à tout le monde. Bienvenue à Hakim. Hey. Bonsoir à toi. Bonsoir Fawzi. C'est un vrai plaisir de te retrouver. Merci de m'avoir invité. Et puis de l'autre côté du micro, nous avons Abdeslam Itache. Bonsoir à tous. Il est en train de s'essuyer la moustache. Merci de balancer. Hakim, quel plaisir de te revoir, hein. Ça faisait un bout de temps, une bonne dizaine. On se disait il y a quelques instants que ça faisait 14 ans qu'on s'était pas vu. Voilà, ça faisait grosso modo une paye. Ouais, voilà. Exactement. Alors Hakim, aujourd'hui tu viens nous parler donc de ce collectif Le Point Zéro dont tu es l'un des membres fondateurs. Absolument. Et tu viens également nous parler d'une représentation théâtrale intitulée Les Oranges, dont les textes sont de Aziz Chouaki, c'est ça? Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous parler déjà du collectif Le Point Zéro? Bon, le collectif Le Point Zéro est un collectif d'artistes pluridisciplinaires. Il est né d'une envie de collaborer ensemble. C'est différents artistes qui ont différentes technicités. Et donc, de cette envie de collaborer, de créer des spectacles vivants qui vont aller donc des formes théâtrales tout à fait accessibles à différents publics jusqu'aux formes un peu plus complexes, parfois engagées politiquement. C'est ce qui se passe avec cette pièce Les Oranges. C'est un jeune collectif d'artistes avec des artistes dedans qui ont plutôt tous pas mal d'expérience dans leur domaine respectif. Voilà. Alors, est-ce que on peut en savoir davantage sur le spectacle lui-même, la représentation intitulée Les Oranges? Alors d'abord, la première des choses que je vais faire, ça sera de te raconter l'histoire, parce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans un premier temps, et c'était surtout l'histoire qui m'avait donné envie de proposer ce projet au collectif. C'est un texte qui a été écrit par Aziz Chouaki, qui est un exilé. Aziz Chouaki, auteur algérien, qui est donc venu en France à la suite de la décennie noire en Algérie, qui a touché beaucoup d'intellectuels, et toute la population d'ailleurs, pas que les intellectuels évidemment. Et puis en arrivant en France, il a écrit ce texte. Ce texte retrace l'histoire de l'Algérie depuis 1830 jusqu'à la fin des années 90. C'est ça qui est fabuleux. Ouais, c'est assez incroyable parce qu'il nommait absolument aucun événement historique. Et pour le coup, il va parler d'un certain nombre de personnages qui ont marqué l'histoire de l'Algérie. On parlait tout à l'heure hors micro de Isabelle Eberhardt, mais il y a aussi l'émir Abdelkader, il y a aussi Albert Camus, Boumedienne, Ben Bella, le fils, et puis Abbassi Madani, etc. Enfin, un certain nombre de figures, pas toujours des figures glorieuses absolument, dont on a gardé un bon souvenir, mais dans l'absolu, il nommait rien. Et puis, ce texte est écrit d'une manière assez particulière. D'abord, c'est une ode poétique, parce que c'est une langue, c'est vraiment une langue. Et puis, au-delà de la langue, il y a aussi l'engagement politique, pour le coup, en ayant un regard extrêmement lucide sur la société algérienne dans son ensemble et dans son histoire. Et à travers un personnage qui est un personnage fictif, intemporel, qui va traverser les décennies et qui va chercher le moyen de trouver la paix. Pour lui, le moyen de trouver la paix, c'est d'enterrer la balle. La première balle qu'un soldat français a tirée en 1830, c'est lui, qui avait 7 ans à cette époque-là, qui a récupéré cette première balle. Et donc, il fait le serment à une orange qui se trouve pas loin. C'est toute une symbolique, l'orange, pour l'Algérie, on sait ce que c'est. Et donc, il fait le serment que voici, il lui dit... voilà, je jure d'enterrer à jamais cette balle le jour où tous les gens de cette terre s'aimeront comme s'aiment les oranges. Et donc, il s'est fixé comme mission de trouver le moment crucial, le moment clé qui va faire que d'enterrer cette balle qui sera synonyme de paix. Donc il va chercher, il va tâtonner, il va traverser les décennies avec des personnages dont on a parlé tout à l'heure. Et finalement, on se rend compte que l'histoire se répète inlassablement et qu'il n'y a pas eu un seul instant de répit et donc pas une seule fois l'occasion d'enterrer cette balle. Voilà en gros
l'histoire de ce texte magnifique. Alors c'est vrai que l'histoire de l'Algérie de 1830 à nos jours a toujours été empreinte de violence, de douleur, de tristesse et quelques moments de joie aussi. Hein. Les moments de joie, on peut les compter sur les 10 doigts de la main. Mais bon, c'est ainsi qu'est faite l'histoire de l'Algérie. Mais pour revenir un petit peu à cette histoire. J'enterrerai cette balle le jour où toutes les oranges s'aimeront. Le jour où tous les gens de cette terre d'Algérie s'aimeront comme s'aiment les oranges. Voilà. C'est un petit peu de l'utopie, on s'en doute bien, hein, on l'imagine, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il est absolument impossible de mettre tout le monde d'accord. D'ailleurs, la décennie des années 90 nous l'a clairement démontré. Il y a des blocs qui se constituent au sein de la société. Des vrais clivages. Voilà. Absolument. Des gens qui sont pour telle tendance, d'autres pour telle tendance, et chacun est persuadé d'avoir sa raison à lui. Mais c'est comme partout, Fawzi. C'est comme partout, c'est-à-dire en fait, en réalité, on est en train de parler dans ce texte de l'Algérie parce que c'est une société, c'est une histoire que Aziz Chouaki connaît particulièrement bien. Il est algérien. Mais dans l'absolu, c'est une histoire qui pourrait être l'histoire de toutes les sociétés et finalement de tous les hommes dont l'aspiration première est de réussir à trouver la paix. Trouver la paix, c'est pas juste simplement un mot comme ça galvaudé. Trouver la paix, c'est réussir à vivre ensemble. Malgré nos différences. Pardon, bien évidemment, parce que pour le coup, on est 7 milliards d'humains sur cette terre et 7 milliards d'individus différents, aussi différents les uns que les autres. Donc, évidemment que le but premier, c'est de réussir. En tout cas, nous, parce qu'on a développé aussi un autre axe, dont je te parlerai évidemment dans quelques instants. Alors, tu dis que ça semble utopique. Ça l'est dans l'absolu, mais j'ai envie de dire que s'il n'y a pas d'utopie sur cette terre, je veux dire quel espoir est-ce qu'on nous laisse à nous-mêmes et quel espoir est-ce qu'on laisse à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Donc mieux vaut partir du principe en tout cas mieux vaut partir avec comme objectif des objectifs utopistes. Plutôt que moi j'aime pas trop les discours défaitistes et j'aime pas trop les visions défaitistes que beaucoup de gens sont en train de véhiculer, principalement d'ailleurs nos gouvernants et nos politiques. Alors ça c'est pas nouveau. Encore autre chose, mais c'est pas nouveau. C'est l'une de leurs manipulations les plus fréquentes. C'est justement démoraliser les peuples pour leur faire croire qu'il y a encore pire ailleurs, etc. Surfer sur les peurs. Oui. Voilà. Alors c'est un texte qui vous a pris, qui vous a tenu. Quels sont donc les personnages qui vont intervenir sur la scène et quelle est leur part de participation sur c'est-à-dire que toi Hakim, que vas-tu avoir comme rôle, tes collègues par exemple je vois qu'il y a Cilia Malki, etc. Absolument. Quel rôle allez-vous interpréter? Est-ce que vous allez interpréter tout au long de cette pièce des rôles différents ou bien alors le même rôle qui va traverser les époques? C'est une excellente question. Non, en fait, en réalité, ce texte, il a pas été écrit pour différents personnages ou pour différents acteurs, d'accord ? Pourquoi ? Parce que il est écrit sous forme d'un espèce de seul en scène comme ça. C'est un ovni, ce texte, dans l'absolu. Et donc, on aurait très bien pu faire en sorte, le faire jouer par un seul acteur, en fait. Et en réalité, toutes les mises en scène qui ont été faites autour de ce texte-là, il y a eu en général qu'un seul acteur. Nous, on a fait le pari de mettre un acteur, exactement, de mettre un acteur et également une actrice, Cilia Malki, parce que d'abord, il est assez rare finalement de entendre des femmes, des voix féminines parler de l'Algérie. On avait absolument envie de ça et de cette équité sur scène. Donc effectivement, on va traverser ce texte, on va servir ce texte ensemble, elle et moi, et elle va interpréter différents personnages. J'en interpréterai différents à la seule la particularité de nos prestations à tous les deux ou de nos interventions à tous les deux, c'est que finalement elle sera principalement la voix de la conscience. Elle interrogera, elle essaiera de comprendre, elle mettra aussi le doigt sur un certain nombre de choses ou de dérives que le personnage que j'interpréterai moi finalement va subir, parce que encore une fois il cherche, mais il y a des moments où il se plante quand il cherche. Il pense sincèrement que par exemple sur la vague d'attentats terroristes qu'il y a eu lors des années 90, pour lui, c'est une cause absolument noble. Le fils qui monte au pouvoir, c'est juste de l'insurrection contre les gouvernants de cette époque-là. Et donc, pour lui, c'est une
noble cause. Donc il va y adhérer à 200%, comme il a adhéré initialement au FLN, pour se rendre compte 30 ans plus tard que finalement, ils ont plus verrouillé et sclérosé notre société qu'autre chose. Et puis quand la dérive va commencer à avoir lieu, la dérive meurtrière va commencer à avoir lieu au milieu des années 90, bon bah voilà, c'est encore la douche froide pour lui, parce qu'il avait l'impression de faire quelque chose et de servir son pays et son peuple, et finalement, il ne le faisait pas. Donc il va être tour à tour bourreau, victime. Elle est là pour le lui rappeler à plein de moments de l'histoire. Lui va plonger tête la première dans tous les événements de son pays. Mais finalement, voilà, on se rend compte effectivement que c'est une boucle. C'est cyclique. C'est cyclique. C'est le chat qui se mord la queue. On s'en sort pas. Alors, mais justement, puisque tu dis qu'elle est là pour lui rappeler en permanence ses erreurs ou alors ses choix d'orientation, mais qui est-elle finalement? Est-ce que c'est le peuple? Est-ce que c'est la rue? Est-ce que c'est sa famille? Est-ce que c'est sa femme, sa sœur? On pourrait l'apparenter au tout, en fait. En réalité, on pourrait l'apparenter à. Ça peut être même la voix de l'histoire. Ça peut être la voix de l'histoire. Ça peut être simplement la conscience de ces millions de personnes qui vivent en Algérie, les millions de personnes qui ont connu ces différentes périodes et qui finalement ont toutes eu, pour certaines en commun, l'aspiration à la paix. Elle est ce personnage, elle est cette voix de la conscience, cette toute petite voix qui résonne juste à sa droite et qui va elle aussi finalement dans sa naïveté l'interroger lui aussi, mais en même temps elle voit très clair dans ce qui est en train de se passer. Elle a une vue d'ensemble finalement qui est beaucoup plus large que la sienne à lui, et qui lui encore une fois fonce tête baissée. Elle a une vue comme ça d'ensemble qui lui permet de mettre le doigt sur des choses importantes. Elle est la mère, elle est la sœur, elle est Isabelle Eberhardt, elle est en même temps Albert Camus, elle est l'émir Abdelkader, elle est l'histoire de l'Algérie, elle est les libérateurs, tous ceux qui ont participé à la libération de l'Algérie, elle est Boumedienne, enfin voilà, elle est toutes ces personnes. Alors, est-ce que on peut revenir à l'origine de la pièce? Comment est-ce qu'elle démarre? Comment est-ce que ça démarre sur scène? C'est très simple en fait, ça démarre comme le texte démarre, c'est-à-dire que d'abord, la première phrase qu'il y a dans le texte, elle est assez symptomatique ou symbolique de ce qui va se produire. C'est de loin, ça fait comme un ruban blanc, cerné de blanc en bas, avec des touffes de vert en haut. Et puis, c'est poivré, menthe fraîche et jasmin. C'est ça, Alger. Brune lascive, aux yeux olives, étalant sa blanche longueur au lécher du soleil. Voilà, ça c'est la toute première phrase du texte. Et c'est la phrase... Parce que, en réalité, dans ce texte-là, il y a deux grandes parties. Il y a une première partie qui est l'instant présent, avec ce personnage qui est juste à son balcon, en train d'observer la vie algéroise. Qui regarde la Casbah, qui regarde les jeunes jouer au foot, qui regarde les filles passer, qui regarde les mamans en train de détendre le linge, etc., qui regarde les mecs juste en train de jouer la belote juste devant le café du Chihab, et puis ponctué par toutes ces autres parties qui sont par ailleurs les retours à l'histoire, la grande histoire. Donc on revient constamment au présent à travers ces scènes de balcon. Donc on commence par cette scène de balcon et on finit par cette scène de balcon, c'est la scène de la vie de tous les jours. Et finalement, elle est là la note d'espoir. C'est de montrer ce qui est en train de se passer malgré les tourments, malgré les douleurs et les difficultés. Il y a quand même des choses absolument magnifiques, et ce peuple qui arrive à trouver... il a de la vista, ce peuple. Oui. Il a de la vista. Alors, dans votre dossier de presse, vous parlez également de creuser ensemble sur la question de l'identité. Est-ce qu'il est question de partager un héritage commun lié au vivre ensemble? Ah oui, absolument. Ça n'est que ça d'ailleurs. En fait, en réalité, on extrait de ce spectacle l'essence, c'est-à-dire pour nous une question essentielle qui est la question du vivre ensemble malgré nos différences. Donc de ça est née l'envie pour nous de développer des actions culturelles en parallèle donc du projet artistique, donc des représentations théâtrales qu'on va mettre en place. Il y aurait d'un autre côté des actions culturelles vraiment de manière à proximité, pardon, excusez-moi, j'ai perdu un peu mes mots, à proximité des gens, c'est-à-dire qu'on va avoir à rencontrer différentes personnes issues de différentes couches sociales. Ça peut être des gens qui fréquentent des centres sociaux, ça peut être également justement un public de scolaires, des jeunes. L'idée pour nous, c'est de s'interroger dans un premier temps, à travers une réflexion qu'on va avoir tous ensemble. Au-delà de cette réflexion,
à laquelle vont participer des acteurs locaux, des gens qui sont sur le terrain vraiment, qui travaillent pour justement améliorer les quotidiens et puis casser les barrières entre les gens et surtout dépasser cette notion de stigmatisation qui est en train de prendre une place importante dans notre société. Travailler avec des sociologues aussi qui eux ont une vue d'ensemble plus scientifique, j'allais dire, de la question. L'idée, c'est de s'interroger dans un premier temps, et puis dans un second temps, c'est de travailler ensemble autour d'ateliers que nous allons mettre en place, toujours autour de la thématique de l'identité. L'idée, c'est que chacun va apporter un objet qui va définir son identité, absolument. Et de cet objet-là va naître une histoire, celle que la personne participant voudra bien nous raconter finalement. Et puis, donc ça, c'est la première phase, qui est la phase de prise de contact, où on va apprendre à se connaître. La seconde phase, c'est la phase où on va switcher les histoires. Et c'est là que ça devient intéressant finalement. Oui. C'est que votre histoire, celle que vous allez bien vouloir nous raconter, toi Fawzi, quelqu'un d'autre qui sera un participant à ta droite va s'accaparer ton histoire et puis va essayer de la défendre, va en extraire l'essence de ce qu'il en a compris finalement. Et puis toutes les histoires vont circuler de main en main finalement, d'esprit à esprit. Et le but, encore une fois, moi je prends souvent cette image, mais je la trouve assez parlante. C'est comme si on allait faire un plat. On a différents ingrédients qui sont posés sur la table, on fout tout ça au mixeur et puis ressort quelque chose de là. L'idée, c'est d'avoir la finalité de ces ateliers, c'est de mettre en place soit un court-métrage tous ensemble à travers les écrits des participants, soit une forme théâtrale, ça peut être le cas aussi, pas forcément en représentation parce que les gens ne sont pas nécessairement acteurs, donc ne sont pas forcément à l'aise à l'idée d'être en représentation, mais on peut casser les différentes ce confort qui peut y avoir entre un acteur et le public. On n'omet aucune forme, on n'omet aucune possibilité. Tout ça va naître avec la participation des gens et avec leur envie, dans un premier temps en tout cas, de nous livrer une part d'eux. Donc on va partir de leurs différences, mais on va réussir finalement à trouver un point de jonction et à toucher du doigt ensemble l'espace de 2-3 jours le vrai vivre ensemble, la vraie notion du vivre ensemble. Et si on peut démocratiser un peu ça, si à partir de là les participants ressortent avec ce bagage supplémentaire et qu'ils aillent justement le prôner ailleurs, on aura gagné notre pari quoi. Très bien, on va s'arrêter un court instant pour la publicité, puis on revient juste derrière, restez avec nous. Allez, de retour dans les studios de France Maghreb 2, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre et bon courage aux étudiants qui préparent leurs examens de fin d'année, vous avez tout à fait raison. Je vous rappelle le programme de la soirée. En première partie, nous avons le plaisir de recevoir Hakim qui vient nous parler du collectif Le Point Zéro, mais également de cette représentation théâtrale intitulée Les Oranges, dont le texte est d'Aziz Chouaki. Et puis en deuxième partie d'émission, nous recevrons Aïcha qui viendra nous parler de son site internet qui vous propose donc de l'écotourisme ou alors du tourisme solidaire. On retrouve notre ami Hakim. Juste avant la pause, on parlait un petit peu de la représentation. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde une petite histoire où en 1830 en Algérie un Français tire la première balle dans une orange. Alors c'est une histoire que j'ai vue dans le dossier de presse, mais j'ai pas bien saisi la subtilité, donc je te fais confiance pour m'expliquer un petit peu tout ça. Avec plaisir Fawzi. Écoute, déjà le texte s'appelle Les Oranges, c'est pas pour rien évidemment, c'est parce que en Algérie, l'Algérie est un pays qui est réputé pour son agriculture dans un premier temps. Qui a toujours été réputé, même avant la colonisation des Français en 1830, mais principalement parce que les oranges, les agrumes en particulier. Donc nous avons une exportation, nous avons toujours aujourd'hui, mais nous en avions une qui était bien plus fameuse finalement parce que les oranges d'Algérie sont réputées comme étant les plus goûteuses du monde. Et il y a 1600 km de côte, et donc sur toute, par exemple, il y a une route qui est extrêmement fournie en plantations d'agrumes et principalement des plantations d'oranges, c'est entre Alger et Oran. Moi j'avais l'habitude quand j'étais petit d'ailleurs de faire cette route-là 2 fois par mois parce que j'allais rendre visite à ma famille à Oran et je me souviens de ces champs d'oranges à perte de vue absolument magnifiques. Évidemment, Aziz Chouaki veut revenir à cette symbolique-là de l'orange qui est représentative quelque part de l'identité algérienne, qui participe à façonner l'identité algérienne. Et donc
partant de ce principe-là, lui, ce qu'il a voulu... alors c'est fictif évidemment, hein, cette première balle ne s'est pas logée dans une orange, ou alors si elle s'est logée dans une orange, on n'est pas au courant. Mais a priori, non. Mais lui a pris ça comme exemple, ça reste tout de même effectivement une fiction cette œuvre, et lui, parti de ce principe-là, comme fil conducteur, il y a le serment des oranges, durant tout le texte, on en a parlé tout à l'heure, et donc le personnage principal va extraire cette première balle qui est venue se planter dans une orange, qui est venue se loger plutôt dans une orange, et donc il fait le serment à cette orange-là, justement. En gros, il considère que c'est la première victime finalement d'une longue série de morts à travers l'histoire, et donc il va lui faire le serment que voici, parce que finalement il part juste du principe, l'auteur il fait un parallèle assez que je trouve très poétiquement très beau, où il fait le parallèle avec toutes ces oranges qui vivent en paix, justement, en harmonie depuis un bout de temps, et qui finalement nous donnent à découvrir leur saveur continuellement, leur saveur si unique. Et en même temps, il y a le peuple d'un autre côté qui a du mal à vivre en paix, quoi. Donc voilà, c'est toute la symbolique des oranges. Alors justement, on va rester dans la symbolique des oranges, et je vais reprendre un morceau de texte qu'on retrouve dans votre dossier de presse. Voilà, c'est ça la grande famille des oranges. Eh bien, un jour, j'ai pris un mètre cube de terre d'Algérie et je l'ai analysé avec Jafar, un copain chimiste. Qui a un ordinateur. On a déduit que dans un mètre cube de terre d'Algérie, il y avait du sang phénicien, berbère, carthaginois, romain, vandale, arabe, turc, français, maltais, espagnol, juif, italien, yougoslave, cubain, corse, vietnamien, angolais, russe, pied noir, harki, beurre. Voilà, c'est ça la grande famille des oranges. Eh bien, dis donc. Alors ça, c'est ton texte ? Non, c'est pas mon texte à moi, c'est vraiment dans le texte d'Aziz Chouaki. Oui, d'accord, mais est-ce que c'est le texte que tu joues sur scène ? Non. Alors cette partition, elle est pas pour moi, elle est justement pour Cilia Malki. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est elle qui va avoir le plaisir de dire ces quelques phrases. J'en ai d'autres, attention, il y a des perles encore une fois dans le texte qui est... Mais à quoi elle répond ? Parce que là c'est sa réponse en fait. En réalité, c'est après la troisième partie, ce bout de texte que tu viens de citer arrive après la troisième partie. La troisième partie, c'est la fin des années 90. C'est la fin de l'intégrisme. Mais en réalité, elle met un point d'honneur à tout ce que ces personnages ont traversé à travers l'histoire. La toute première partie va aller de 1830 jusqu'à la guerre d'Algérie. La deuxième partie va aller de la libération, donc le FLN qui est arrivé au pouvoir, jusqu'à la fin des années 80 et jusqu'à l'insurrection du peuple algérien en 88 et les fameuses émeutes qu'il y a eu. Et puis la dernière partie va parler de la montée de l'intégrisme en Algérie, et à travers justement le personnage que pour le coup moi j'interprète, qui est celui qui va basculer corps et âme dans cette folie meurtrière, dans un premier temps en croyant servir Dieu, et puis après voilà. Et donc à la fin de cette partie intervient ce bout de texte que je trouve l'un des plus succulents, vraiment. Et en gros, voilà, elle dit finalement, nous avions cette possibilité de vivre ensemble avec notre pluriculturalité, notre voilà, nos différences. Et finalement, en gros, comme l'histoire se répète encore une fois inlassablement, elle va juste très simplement rappeler que nous ne sommes pas obligés d'en passer toujours par là, et qu'on peut voilà, se rappeler simplement que l'Algérie, dans un mètre cube de terre d'Algérie, il y a tous ces sangs mélangés, quoi. Que l'Algérie en réalité elle est faite de toutes les multitudes de cultures qui sont passées, repassées, repassées encore par cette terre. Alors ce qu'il y a de très bien également, c'est qu'à travers tout ça, ça m'a fait beaucoup de lectures en lisant le dossier. J'imagine, oui, mais par contre, quel plaisir, parce qu'on a appris des choses. J'ai appris des choses, et j'en ai renouvelé d'autres. Par exemple, là, vous avez, illustré avec des photos, par exemple, de la prise de la Smala en 1942. Vous m'avez fait découvrir une photo que je connaissais bien, celle d'Isabelle Eberhardt, mais par contre, je ne connaissais absolument pas le personnage. Et je vous invite vraiment, mesdames et messieurs, à vous documenter sur Isabelle Eberhardt,
Alors, vous la verrez, l'une de ses photos les plus célèbres, c'est la photo où elle pose en costume berbère. Mais il faut savoir qu'elle est née de parents russes. Elle était écrivaine suisse et elle a vécu à Annaba et elle préférait habiter dans les quartiers arabes ou indigènes plutôt que d'habiter avec les Européens à l'époque où l'Algérie était sous colonie, était colonisée. Et puis il y a encore plein de choses à découvrir sur elle. Il y a d'autres personnages aussi que vous nous faites découvrir ou redécouvrir, c'est l'émir Abdelkader bien entendu, mais également Albert Camus. Albert Camus, bien sûr. Qui avait une particularité, Albert Camus, c'est qu'il découpait la pastèque en large, ça c'est écrit dans le texte, en larges tranches rondes. Comme ça, il disait, chacun, il a un peu de cœur. Et ça, c'est véridique, par contre. C'est vrai, absolument. C'est vrai. C'est très intéressant. On va le rappeler. Vous produisez sur scène donc toute la troupe le 8, 9, 10 et non 8, 9, 10 juin à Ivry sur scène dans le 94. Plus d'informations évidemment sur le site. N'hésitez pas à lui rendre visite. Alors on le disait tout à l'heure, l'histoire n'est pas un monologue. En fait, il y a une femme aussi. C'est Célia, c'est ça? Cilia Malki. Cilia, qui qui joue un petit peu le rôle de la petite voix. Oui, alors c'est beaucoup plus complexe que ça en réalité. C'est là, nous on l'a appelé comme étant une conscience. Elle a vraiment un rôle central. En réalité, elle a pas de rôle attribué, défini d'ores et déjà. C'est-à-dire qu'elle ne joue pas un personnage avec sa spécificité du début jusqu'à la fin. Elle va jouer en revanche 1001 visages encore une fois de l'Algérie. C'est ça. Elle est sur scène, bien sûr. Évidemment, elle est actrice comme moi sur scène. Juste une chose quand même qui est importante, c'est que de parler très rapidement de la metteur en scène qui est Isabelle Montoya. Oui. Alors Isabelle Montoya, c'est à la base une réalisatrice très talentueuse, comédienne également, qui travaille depuis quelque temps autour d'un axe très simple qui est celui, encore une fois, de la recherche identitaire. C'est-à-dire que elle va interroger différentes identités à travers ces films qui sont des fictions. Elle a énormément de talent. C'est sa première mise en scène pour le coup. Et donc moi, quand j'étais venu et que j'avais amené l'idée de mettre en scène ce texte-là, en tout cas de le monter, j'avais pensé immédiatement à elle parce que elle avait justement ce bagage, cet acquis de travail sur les différentes ethnies à travers son art en tant que réalisatrice. Est-ce qu'il a été difficile d'expliquer l'idée globale de la prestation théâtrale à justement la metteur en scène? Alors en fait en réalité comprendre un petit peu dans quel sens vous vouliez aller. Bon, juste pour l'anecdote en fait, Isabelle d'abord, ça faisait un certain temps qu'on avait envie de bosser ensemble. Moi ce texte là, il est venu juste pour l'anecdote, c'est un texte que j'ai rencontré en 2003, lorsque je travaillais à Khalifa Télévision, à l'époque, Fawzi, si tu te souviens bien, on y bossait ensemble. Ouais. Donc c'est un texte que j'ai découvert parce que je couvrais un événement et une pièce qui avait été montée à l'époque par Eric Checo. Et en fait, ce texte me suit et me poursuit depuis quelques années. Il est resté dans un coin de ma tête, sans jamais forcément que je me dise qu'il était temps ou que c'était le moment de le défendre. Ou peut-être, je m'étais dit ça la dernière fois, que je n'avais pas nécessairement le courage de défendre un texte aussi dense. Et puis finalement, avec la mort de mon grand-père, Allah yarhamou, il y a 2 ans, pour évacuer un petit peu ma tristesse, je suis parti marcher pendant quelques temps, pendant 6 heures d'affilée, comme ça, en marchant simplement. Et puis me sont venues évidemment différentes images. Et avec sa mort, ce n'était pas juste la mort d'un être cher. J'avais vraiment la sensation qu'il y avait quelque chose d'autre qui se passait. Et ce quelque chose d'autre, je me suis rendu compte finalement que ça faisait déjà quelque temps que je n'étais pas retourné en Algérie, et qu'en réalité, avec sa mort, c'était aussi toute mon enfance, parce que c'est une des figures de mon enfance, mon grand-père, parce que moi je suis né en Algérie, j'ai grandi en Algérie jusqu'à l'âge de mes 13 ans, et pareil, je suis un exilé à cause de cette décennie noire en Algérie. Et donc je me suis rendu compte que finalement c'était quelque part toute une partie de mon enfance, des odeurs, des sons, et un personnage qui m'a fait découvrir un tas de choses qui étaient morts. Et donc j'avais vraiment la sensation qu'il fallait que je reparle de mes racines, de ma culture, de mes origines, à travers mon travail, donc mon travail de comédien. Et finalement, c'est là que d'un coup, effectivement, comme une sorte de flash, s'est imposé ce texte-là en me disant, bien sûr, il y a ça dans le tiroir, alors allons-y. Et quand j'ai proposé, pour répondre à ta question, excuse-moi, j'ai fait un peu long, j'ai digressé, mais pour répondre à ta question, quand j'ai proposé ça à Isabelle Montoya, elle n'a pas hésité une seule seconde avant de dire oui, voilà.
Très bien, on leur remercie, puis on viendra vous voir également. Avec plaisir. Pour se replonger un petit peu dans cette ambiance. D'ailleurs, dans le dossier de presse également, tu poses une vraie question. Doit-on renoncer à nos spécificités culturelles pour intégrer une société? Absolument. Je crois que de toutes les façons, c'est l'une des questions centrales de ce texte-là, parce que tu disais tout à l'heure, il y a un nombre... il y a beaucoup de clivages là dans la société algérienne d'aujourd'hui, et c'est vrai. Par exemple, après les émeutes de 88, il y a eu ce qu'on appelle le multipartisme. Oui. Le multipartisme, c'est d'un coup, du jour au lendemain, 48 partis qui ont obtenu l'agrément, simplement pour concurrencer le FLN. Donc tout ça pour calmer un peu l'insurrection. C'est du délire, c'est n'importe quoi. Donc, et je veux dire, l'histoire de l'Algérie est composée de cette manière. Il y a un nombre de clivages qui sont juste extrêmement impressionnants. Là, en l'occurrence, c'est la thématique centrale de la pièce, c'est de dire ok, il y a un moment où j'appartiens au FLN, mais c'est pas le bon camp. Alors je vais voir de l'autre côté, mais finalement c'est pas le bon camp encore. Et puis je vais aller voir du côté du fils, non mais c'est pas le bon camp. Et je vais encore aller de l'autre côté, mais c'est pas le bon camp. En fait c'est jamais. C'est-à-dire que c'est des camps, les uns contre les autres. C'est une philosophie, une contre l'autre. C'est une pensée contre une autre, c'est finalement un individu contre une autre, c'est une façon de voir la société contre une autre. Donc il y a un moment, oui, la confrontation. Et moi j'ai envie de là, on s'est interrogé tous ensemble à savoir, c'est vrai que c'est une question importante. Est-ce qu'on doit renoncer aujourd'hui à la spécificité de notre culture, donc à notre différence? Est-ce qu'on doit y renoncer totalement pour intégrer complètement une société? Est-ce que la société finalement aujourd'hui nous demande ça? En fait. Donc c'est une question intéressante à laquelle il faudrait qu'on réfléchisse tous. C'est pour ça qu'à travers cette question qu'on ouvre, on va ouvrir les débats principalement sur cette question-là. J'avais appelé ce débat-là l'identité et la mixité. Évidemment, l'idée c'est de ne pas trouver une réponse, parce que je pense qu'il n'y en a pas une comme ça prédominante, mais en revanche d'interroger les consciences et donc d'essayer d'y répondre tous ensemble. D'où le fait que après ce débat-là et après cette question qui est posée et à laquelle nous allons tous réfléchir, il y aura ensuite l'atelier dont je t'ai parlé tout à l'heure. Alors justement, on va parler de cet atelier parce que il est question également après la représentation d'en débattre derrière, que ça soit lors de petits comités ou alors à l'école, après auprès des établissements scolaires. Comment ça va se passer? Vous les invitez à venir voir la pièce, puis on en discute après? Dans l'idéal, absolument. Dans l'idéal, en fait, c'est tout un processus qui se fait avant la représentation, pendant la représentation et après la représentation. En fait, on a imaginé quelque chose qui sort un peu du cadre des actions culturelles telles qu'elles sont mises en place en règle générale. Donc là, l'idée, c'est de rencontrer d'abord le public visé. Donc si on doit travailler par exemple avec un centre social, avec une certaine population qui le fréquente, l'idée c'est de dire ok, très bien, donnez-nous un nombre de personnes qui pourraient participer à ce petit projet qu'on va mettre en place. On va nous donner une vingtaine, 25, 30 personnes, peu importe. Et puis à partir de ce moment-là, nous allons dans un premier temps aller les rencontrer. Mais on va pas simplement les rencontrer juste pour faire connaissance. Évidemment, le but c'est ça. Mais on va aussi ramener d'ores et déjà de la matière en fait, autour de laquelle nous allons réfléchir. En fait, il y a différentes thématiques, mais autour des identités. En gros, on va poser la question aux participants de savoir est-ce qu'il y a une œuvre, est-ce qu'il y a un écrit, quelque chose dans ce style-là, par exemple, que vous avez envie d'amener, qu'on va pouvoir échanger et sur lequel nous allons commencer à discuter. Ensuite, on arrivera effectivement à l'heure des présentations et donc l'idée c'est de repartir ensuite sur les ateliers que nous allons mettre en place en toute confiance et déjà avec une envie pour chaque participant de se livrer, de donner quelque chose de soi, de son intime. Ensuite, il y a la représentation après cette première étape, il y a la représentation. Là, l'idée, c'est qu'ils voient la proposition artistique, qu'on puisse en débattre et qu'on puisse aller au fond du sujet. Et puis, au-delà de ça, il va y avoir, après la représentation, finalement, le débat dont on a parlé, avec, j'espère, le plus de monde possible. Donc le plus de couches sociales, mais aussi le plus d'acteurs politiques, sociaux, locaux, etc. Et puis la dernière étape sera cet atelier dont on a parlé tout à l'heure. Donc tu vois, c'est un travail, un cheminement, un processus. Oui, c'est un processus sur plusieurs journées de travail. Et pour nous, finalement, on n'envisageait pas les choses autrement, quoi, pour pouvoir aller vraiment creuser, quoi, aller au fond du sujet, ne pas juste faire que l'effleurer, mais vraiment aller en profondeur, quoi. Alors Aziz Chouaki il disait ou alors dit que c'est une pièce, qu'Alger elle-même était une pièce à part entière. Ouais. C'est vrai qu'Alger c'est une pièce à part entière. C'est la nostalgie qui le fait parler. Oui, bien sûr. Mais Aziz Chouaki a écrit beaucoup autour de l'Algérie parce que c'est une société, encore une fois, qu'il connaît merveilleusement bien. Et puis, dont il parle avec non seulement beaucoup de
beaucoup de lucidité, mais également beaucoup de poésie. On sent énormément de nostalgie chez lui. Donc tout ce qu'il a écrit, les coloniaux, et d'autres œuvres comme ça, pas toujours forcément autour de l'Algérie, mais quand même il y a plein de personnages de l'Algérie que l'on connaît, hein, quand on y retourne, quand on y va. Il y a toujours des personnages qui sont bien identifiés dans la cité, dans le Houma, qui sont toujours plus ou moins les mêmes. Il y a Khardin, le mécanicien par exemple, qui lui diagnostique une panne mécanique en mangeant son sandwich. Il y a, comme je t'expliquais tout à l'heure, Clémou, le petit jeune du quartier qui joue merveilleusement bien au foot, Zomba du kiosque à journaux, etc., etc. Mais on connaît tous des personnages comme ça. Lui, il les fait revenir constamment parce que c'est finalement eux qui sont l'identité de l'Algérie. C'est ces gens-là qui, malgré toutes les difficultés, sont encore aujourd'hui animés d'une vraie envie de vivre, d'un vrai plaisir d'être algérien et de vivre vraiment avec leur identité profondément ancrée en eux, quoi. Est-ce que pour presque conclure, est-ce que l'Algérien n'est pas le paradoxe de lui-même? Oh oui, bien sûr que c'est le paradoxe de lui-même. En même temps, il est archi accroché à sa terre. Tu connais, hein, on sait très bien l'Algérien fier, fier de ses origines. Alors là, faut pas toucher au drapeau algérien. Et en même temps, il a envie de se barrer. Donc ça, c'est la jeunesse algérienne, ce qu'on appelle les harragas chez nous. Ouais. Tu sais ce que c'est, mais en réalité, ouais. L'Algérie est riche de choses extrêmement simples. Moi, j'ai vu la différence. Lorsque j'étais petit, quand j'étais en Algérie, tout le monde participait à l'éducation de tout le monde. En réalité, finalement, le cercle familial ne se réduit pas uniquement à la famille telle qu'elle est composée, mais elle se réduit à tous les membres du quartier, à toute la cité finalement. Bien sûr. Moi, j'ai eu cette chance-là. Et quand je suis arrivé en France, on a pointé du doigt dans un premier temps ma différence. On m'a stigmatisé. Il a fallu que je me batte plus que les autres pour ça. Donc, je me rends compte finalement des qualités énormes qu'ont les Algériens, le peuple algérien. On parle pas assez de l'hospitalité algérienne, mais qui est une hospitalité absolument légendaire, qu'on retrouve pas ailleurs. C'est un peuple qui, aux premiers abords, comme ça, semble froid, très protecteur, mais finalement, à partir du moment où ils vous ouvrent leurs portes, vous pouvez dire que vous ne serez jamais plus accueillis de cette manière. Donc oui, le peuple algérien est fondamentalement pluriel et fondamentalement contradictoire dans sa façon de voir les choses et en même temps dans sa façon de le vivre. C'est ça la spécificité de l'Algérie. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un pays si particulier, si singulier. Abdeslam. Alors, Hakim, vous me permettrez, si mon propos est un petit peu décousu, j'ai pas voulu vous interrompre, je suis parti en voyage. Merci. Juste une chose, vous parliez tout à l'heure des ateliers, vous disiez que c'était... vous étiez vraiment dans la notion de vivre ensemble, oui. Mais au-delà de ça, il y a aussi de l'intergénérationnel. Absolument. Entre des gens qui ont connu une Algérie dans laquelle ils ont grandi, avec la période, avec l'époque, et aussi des enfants qui ne connaissent pas l'Algérie ou qui la connaissent qu'à travers les vacances d'été. Absolument. Donc il y a quand même une transmission qui se fait, une transmission orale. Mais au-delà de ça, vous connaissez cet adage, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Donc ça, c'est vraiment une nécessité aujourd'hui pour les jeunes qui sont en devenir, qui sont dans une construction, qui parfois sont franco-algériens, qui ont leur part de francité, leur part d'algérianité, et qui et moi je vais utiliser la métaphore de la balle que l'on a du mal à enterrer. Mais en fait, est-ce que c'est pas l'histoire de l'Algérie coloniale? Où justement de part et d'autre on ne veut pas enterrer cette balle et qu'il faudra certainement des générations qui ne sont pas concernées par l'incident pour justement passer ce cap, mais aussi aujourd'hui nous franco-algériens que notre part de francité reconnaisse qu'en effet notre pays, la France, a commis des torts et que en tant que citoyen français je demande à mon pays de reconnaître ces massacres, tous ces hommes qui sont morts uniquement pour avoir leur indépendance, pour justement pouvoir vivre en harmonie avec soi-même. On parlait du vivre ensemble, mais au-delà de ça, en quête d'identité et en quête de double identité. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. D'ailleurs, pour moi, c'est un très gros problème. C'est une remarque très intéressante parce que dans l'absolu, je pense que le problème, encore une fois, de ces jeunes, qu'ils soient d'ailleurs algériens ou autres, finalement, nous, on parle de l'Algérie à travers cette œuvre-là, mais on a envie d'ouvrir à différentes nationalités. J'espère que, en tout cas, différentes cultures. J'espère que, au moins, mes propos sont clairs dans ce sens, quoi. C'est-à-dire que on va se servir comme prétexte de cette histoire, mais finalement, toutes les histoires sont intéressantes.
différentes pour nous, bien au contraire. Mais on peut parler comme ça des Maliens, on peut parler comme ça de différentes ethnies. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui concrètement, c'est qu'effectivement, ça serait sublime si jamais on avait un chef d'État courageux aujourd'hui qui arrive sur la scène politique et qui effectivement présente simplement cette excuse et reconnaisse les torts qu'il y a eu. Moi, je suis pas non plus de ceux qui pensent qu'il n'y a eu que des torts. Je crois que la France nous a légué un patrimoine architectural, un patrimoine culturel absolument énorme et que nous sommes aujourd'hui totalement, enfin notre façon de vivre en Algérie en tout cas, est totalement impactée par cette colonie française. Mais nous n'avions rien demandé initialement et ils sont quand même venus en oppresseurs. Donc il faut remettre les choses dans leur contexte. Moi, ce qui m'importe le plus aujourd'hui avec cette jeunesse, justement, je vais utiliser une expression pas très jolie, mais c'est la seule qui me vient, a le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que effectivement, ils veulent appartenir à cette France qui est leur pays, parce qu'ils sont nés ici, donc ils sont totalement français, et malheureusement on leur donne pas forcément toujours la possibilité. Ils sont stigmatisés, parqués dans des ghettos, et puis nous avons les parents d'un autre côté, on a leur appartenance algérienne, pour certains ils y vont de temps en temps, et quand ils y vont ils s'ennuient. Enfin il y en a certains, oui, ils ont hâte de rentrer, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte quand même que c'est pas la même façon de vivre, mais il y a les parents qui sont accrochés à cette culture, et il y a eu cette fameuse, ils sont éduqués aussi dans la transmission, les parents transmettent et puis les enfants prennent. C'est comme ça aussi que nous sommes éduqués. Donc moi ce qui m'importe, c'est de faire en sorte de leur dire, écoutez, enfin c'est quand même grave, vous avez la possibilité aujourd'hui de pouvoir appartenir à une double culture, donc d'avoir une richesse supplémentaire par rapport à n'importe quel Français pur souche qui vivrait ici. Ça veut dire que nous avons doublement plus de potentiel finalement. Moi j'ai juste envie de voir le verre à moitié plein que de le voir à moitié vide. J'ai juste envie justement de travailler en profondeur à travers ces axes-là et ces actions culturelles pour justement permettre à ces gens-là de dire soyez fiers de vos origines, donc soyez fiers de votre identité, parce que je leur demande d'amener un objet qui va définir leur identité, donc leurs origines. D'accord, mais évidemment, soyez fiers aussi d'appartenir à ce beau pays qui vous donne la possibilité de faire un tas de choses, même si c'est difficile. Faut le reconnaître. Voilà. Ouais. Bon, bah écoutez, merci beaucoup pour cette belle émission. Merci à toi, Hakim. Merci à vous. Je rappelle simplement que vos dates de représentation sont le 9, 8, 9, 10 juin prochain à Ivry, et je vais vous donner également des adresses et des numéros de téléphone si vous le voulez bien. Le collectif Le Point Zéro, donc pour plus d'informations vous pouvez aller sur le site de ce collectif, www.collectiflepoint0, tout attaché, 0 en lettres, et puis vous pouvez aller sur le site, vous aurez tous les numéros de téléphone. Oui, il y a toutes les informations possibles. J'ai pas envie de donner le portable de n'importe qui. Il y a toutes les informations possibles. Voilà. Merci beaucoup Hakim d'être passé. Ça a été un vrai plaisir, messieurs. Merci beaucoup. Merci infiniment. Allez, on va s'arrêter un court instant pour souffler un peu, musique, pub, et puis derrière on retrouvera Aïcha pour venir nous parler de son projet de site, enfin son site internet et puis son projet de voyage écotouriste. Allez, rebonsoir et re-bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, et puis bon courage à ceux qui bossent ce soir, les taxieurs, les VTC, les infirmières et les pompiers. Voilà, on a oublié quasiment personne. Et merci à Hakim aussi qui est venu passer un petit moment avec nous ce soir pour nous parler de son projet théâtral. Il est probablement en route pour rentrer chez lui. On lui fait un gros big up ainsi qu'à sa petite fille. Je reçois ce soir en deuxième partie Aïcha de l'association Peace and Trip. Fondée en 2017, Peace and Trip est une association qui promeut le tourisme éco-responsable dans les territoires hébergeant des patrimoines mondiaux en péril. Quasiment tout est dit, rien que dans la présentation que j'ai pu trouver sur votre site. Aïcha, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fawzi. Merci de m'avoir invité. Merci également de venir nous parler de ce superbe projet. Votre association est la seule à proposer des voyages solidaires en Palestine, comprenant donc un hébergement chez l'habitant, Tout à fait. Ce qui est très original. D'où vient cette idée et quel est le point de départ? Alors, l'esprit de Peace and Trip, en fait, il est né sur les marches d'un escalier au Mont des Oliviers en Palestine, à Jérusalem. J'ai découvert ce pays il y a pas très longtemps et j'y suis allée une fois. Ouais. J'ai été pris par un virus. T'as kiffé comme dirait l'autre. Grave. J'y suis retournée. Et moi, j'ai toujours été, comme beaucoup de gens, on a toujours été dans les rues pour manifester, pour soutenir une cause palestinienne, etc. Et en fait, en allant là-bas, je suis littéralement tombée amoureuse du pays, de la population, de la ville. C'est vrai que j'ai rarement été accueillie par des gens. Et pourtant, je voyage beaucoup. Ouais. Et je voyage énormément. Ouais. Et je découvre, j'aime bien moi voyager de cette façon-là, c'est-à-dire que je vivais sac au dos, je réserve rien.
j'avais pas d'itinéraire et puis les choses se font au gré des rencontres et puis des gens et des discussions qu'on a avec les gens qu'on rencontre. Mais là, c'est la première fois qu'on m'ouvre les portes de cette façon. Et je me suis dit très vite, mais c'est bizarre, pourquoi nous, très clairement, hein, pour dire les choses, pourquoi nous, Européens, Français de confession musulmane, on n'est pas là-bas. Il y a personne. Et alors que c'est un secteur qui pourrait permettre à des familles de changer leur quotidien, mais de façon spectaculaire, parce que c'est un secteur qui est porteur, le tourisme. Et alors je me suis dit, il y a quelque chose à faire ici. Il y a des familles en détresse, très clairement, pour pas dire autre chose. Il y a des familles en détresse et très vite, en discutant avec des gens qui sont devenus des amis, des familles même aujourd'hui, on s'est dit il y a quelque chose à faire. Et ce qu'on s'est dit, c'est que voilà, pour aider les populations, on va aider des familles à se constituer maison d'hôtes. On va former des guides, des jeunes en fait sans emploi. On va les former, on va offrir des formations. Ils deviendront guides et puis on va essayer de promouvoir. Nous, on aura un travail à faire ici en Europe, c'est de promouvoir le tourisme, de dire aux gens allez vivre la Palestine, n'allez pas visiter, allez la vivre. Très bien. Alors, pour compléter le plateau, on va accueillir Hussein qui est à côté de toi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Marhaba. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fik. Et nous avons le frangin de l'émission, Mohamed Kolanta. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, salut tout le monde. Ça m'avait manqué le micro. Ouais. Bah, écoute, tu vas pouvoir le retrouver. Ça m'avait manqué. Alors, Mohamed est avec nous ce soir à double titre de chroniqueur, mais également parrain de cette association. Ah, quelle fierté. Aïcha Adari, c'est une des plus belles rencontres que j'ai faites cette année. D'autant que la cause elle est bonne, elle est noble. C'est un tourisme éco-responsable vraiment dans fort. Le sens du terme, ouais. Voilà, c'est vraiment beau. Et quand elle m'a parlé de ce projet, moi j'ai mis une réserve parce que je me suis dit est-ce que c'est réellement sérieux, parce que j'en avais jamais entendu parler. Et quand elle m'a évoqué la Palestine, alors là je me suis dit c'est quelque chose de rare, c'est quelque chose on avait accueilli ici un frère, un entrepreneur qui faisait de l'import-export avec la Palestine, des produits palestiniens, et ça m'a rappelé un petit peu cette histoire. Et Aïcha, quand elle m'a évoqué le tourisme en Palestine, je me suis dit c'est vraiment quelque chose de fort qui peut vraiment soulager la population, et en plus ça peut nous apporter à nous touristes quelque chose de nouveau, parce qu'on n'a pas l'habitude de se dire bah tiens, je vais aller en Palestine faire du all exclusif ou voir l'habitant ou etc. Mais quand elle m'a expliqué un petit peu les subtilités du voyage, j'ai vraiment accroché, d'autant qu'on visite la Palestine librement. C'est ça qui est bien, c'est que il y a aucune contrainte. Parce que nous, autant qu'Européens, excuse-moi Aïcha, tu me dis si je me trompe, nous en tant qu'Européens, on se met toujours des barrières, on se dit visiter ce pays, voilà, il y a cette contrainte-là, il y a ça. Mais en fait, quand elle m'expliquait, Aïcha, elle me disait que non, il n'y a aucune contrainte. Tu payes une taxe, ouais, comme dans tous les pays aéroportuaires, une taxe aéroportuaire dans tous les pays, comme dans tous les pays, et puis après t'es libre. Taxes qui sont comprises dans les prix des billets d'avion. Et après t'es libre de circuler comme tout le monde, quoi. Et quand elle m'expliquait aussi le fait que tu vas voir des familles et puis du coup tu loges chez les familles ou bien tu loges chez l'habitant et puis du coup tu participes à leur vie, etc. J'ai trouvé ça vraiment beau, parce que j'avais l'impression qu'à travers son récit et son histoire, elle m'a raconté un petit peu l'histoire de tu vas visiter ta famille, tout simplement. D'accord. Et j'ai dit oui direct, sans hésiter. Alors, quelle est la part de participation dans ce projet de notre ami Hussein sur le plateau ce soir? Hussein, je vais le laisser se présenter, mais il est coprésident de l'association et il est également notre ambassadeur en Palestine. Alors d'abord, moi je m'appelle Hussein Rachaïda et je suis étudiant à Paris au 8, je fais informatique. Aussi je suis coprésident de l'association Peace and Trap. Moi, je suis palestinien, donc de Bethléem. Alors, je vis dans un petit village qui s'appelle Rachaïda aussi. Il y a 2500 habitants en fait dans ce village. Et j'aimerais bien justement en fait de présenter la Palestine, par exemple, en fait, de ramener des gens pour nous, les Palestiniens, parce que c'est très dur en fait pour un Palestinien qui sort de la Palestine. Alors la difficulté en Palestine même, par exemple, pour moi je peux pas y aller à Jérusalem. Pourquoi? Parce que je suis palestinien, donc, parce que j'ai une carte d'identité palestinien. Du coup je peux pas en fait y aller à Jérusalem parce que c'est territoire occupé. C'est un territoire qui s'était occupé en 1948.
Et je peux pas y aller, il faut que je demande autorisation par les Israéliens. Donc autorisation, en fait, il faut avoir une raison pour entrer. Par exemple, si à cause d'une maladie, si j'ai quelqu'un en fait qui est malade dans l'hôpital en Israël ou quelque chose comme ça. Alors là, c'est pour ça en fait, nous on se rencontrait avec Aïcha en fait. Et d'ailleurs, quand j'étais à la GUPS, et en fait, la GUPS c'est l'Union générale des étudiants de Palestine. Et on a pensé en fait ensemble de faire quelque chose pour la Palestine et surtout pour mon village bédouin, parce qu'en fait moi je suis d'origine bédouin, donc par exemple j'ai terminé en fait mes études avec les chèvres dans le désert et c'est beau, c'est beau, c'est bien. En fait mes livres avec moi et voilà, j'ai fini mes études, j'ai réussi, alhamdoulilah, et aujourd'hui on a pris en fait j'avais pris beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'on a monté en fait cette association pour découvrir la vie palestinienne, la vraie vie en fait de Palestine, qu'il faut pas toujours regarder en fait la télé, l'image des martyrs, l'image de la guerre. Non, il n'y a pas que la guerre. Il y a toujours les bons et les mauvais en fait partout dans le monde. Et la Palestine en fait c'est un bon pays. Et derrière en fait si on regarde la raison pourquoi la Palestine est occupée, parce que la Palestine c'est beau. La Palestine c'est une histoire. Jérusalem, c'est quelque chose de magnifique. Jérusalem, c'est la ville qui a rendu fous les hommes. Voilà. Donc, et moi aussi. Oui. Ah oui. Les hommes et les femmes. Tous les deux. Ouais, alors, en Palestine, en fait, l'image qui, nous, on regarde aujourd'hui, malheureusement, sur la télé, de mauvaises images, c'est pas les beaux côtés palestiniens. Oui, c'est vrai. La Palestine s'est occupée. Il y a des checkpoints, par exemple, partout. Quand je prends ma voiture pour aller à Bethléem, c'est juste à côté. Je suis pas loin de Bethléem, c'est juste 15 km. Je me fais arrêter plusieurs fois dans les checkpoints, tout ça. D'ailleurs, ça, on a envie d'envoyer les gens en Palestine pour découvrir, pour voir, pour vivre tout ça. Parce que même si c'est un peu long, ou bien c'est un peu difficile, mais c'est bien de couvrir, c'est bien de partager quelque chose avec nous, avec le peuple palestinien. D'accord, très bien. Alors, il y a une notion aussi de profitabilité aussi aux Palestiniens. Complètement. Puisque comme on le sait, l'économie est au ralenti, pas beaucoup de rentrées d'argent, enfin pour la plupart. Oui. Donc là, ça serait d'une pierre deux coups, faire du tourisme et aussi faire tourner l'économie locale. Tout à fait. Pour vous donner quelques chiffres, par exemple, on a commencé à se renseigner un petit peu là-dessus. Le nombre de touristes qui visitent Israël sont au nombre, là, en 2016, on était à 3 millions 100. De touristes qui arrivent en Israël et qui arrivent jusqu'à Jérusalem. Après, de ces 3 millions 100, il y a à peu près même pas un tiers qui osent aller dans les territoires palestiniens et ils vont en fait en Galilée, ils vont à Bethléem et ils représentent, pour la plupart d'entre eux, sont des pèlerins chrétiens. Pour la plupart d'entre eux, donc ils rentrent, c'est pour 2-3 nuits et puis ils retournent à Jérusalem et puis ensuite ils repartent faire une visite à Tel Aviv et puis ils rentrent à Paris. Mais c'est vrai que, par exemple, pour vous donner quelques chiffres qui nous vient du ministère du tourisme palestinien, alors on n'a pas des chiffres après 2008, mais en 2008 on est à peu près à 800 000 visiteurs en Palestine pour 600 000 nuitées, ce qui représente 336 000 euros, en gros 10% du PIB palestinien, ce qui est absolument rien. C'est rien du tout. Donc nous, ce qu'on veut, c'est faire doubler en fait le nombre de visiteurs, faire en sorte que les personnes qui viennent jusqu'à Tel Aviv et jusqu'à Jérusalem, qui osent aller au-delà et qui osent aller, qui se disent il faut découvrir cette culture, parce que en fait pour nous, aider la culture palestinienne à survivre, c'est une façon de survivre contre l'occupation, en fait, de lutter contre l'occupation quelque part, parce que c'est une culture qui est riche, qui existe, et puis c'est une population qui est vivante en fait, qui aime l'amour, qui aime la vie, qui aime la culture, donc qui mérite à ce qu'on vienne leur rendre visite et qu'on découvre tout ça. Et nous, ce qu'on propose en fait dans nos séjours, c'est justement de rentrer en immersion dans cette vie palestinienne. Et donc là, par exemple, pour le séjour qu'on organise pour le mois d'avril, on va rester 10 jours alors on va visiter certaines villes en Palestine, évidemment. On va faire Jérusalem, on va faire Naplouse, Jéricho, quelques randonnées dans les montagnes de Rachada. On va passer une nuit dans un camp bédouin, donc dans le camp de Sheikh Hussein, justement, qui s'appelle le Rashaïda Bedouins Camp, qu'on aide, l'association Peace Stream aide à se développer. Donc en fait on va rentrer, donc on va dormir chez l'habitant, on va manger avec eux, on va participer à un mariage par exemple, on va pouvoir, on a l'objectif de planter 3000 oliviers dans les montagnes Rashaïda, donc chaque visiteur qui viendront avec nous
auront la possibilité de planter un olivier, de le personnaliser. Donc c'est quelque chose qu'ils pourront suivre. Imaginez après plusieurs générations, des enfants, d'enfants, de parents, etc. Si les oliviers y restent, hein, j'espère, en tout cas, Inch'Allah, qu'ils pourront suivre ça. Est-ce qu'on peut parler maintenant justement du territoire palestinien? Qu'est-ce qu'il y a de beau à voir? Vous nous avez parlé de Naplouse, Jéricho, Jérusalem évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Par exemple, on sait qu'à Hébron, il y a le tombeau d'Abraham, dit-on. Al-Khalil. Al-Khalil, oui. Donc, est-ce que c'est vrai que... D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi à voir? Bethléem, qu'est-ce qu'il y a? Il y a... Alors, Beit el-Ham. Alors à Bethléem, à Bethléem et autour de Bethléem. Alors d'abord à Bethléem, il y a évidemment l'église de la Nativité. C'est vrai que moi je suis toujours partie dans l'idée de ce que je lisais dans les livres, parce que moi je connaissais la Palestine à travers les livres. Bethléem, c'est une ville chrétienne. En fait, donc quand je me suis rendue à Bethléem, j'ai rencontré quelques Palestiniens et donc je disais alors Bethléem c'est une ville chrétienne. On m'a dit ah non, Bethléem c'est pas une ville chrétienne, c'est une ville palestinienne où coexistent Palestiniens musulmans et Palestiniens chrétiens. Mais c'est vrai qu'à Bethléem c'est principalement des églises, mais il y a aussi des mosquées, il y a pas mal de choses à découvrir, notamment l'église de la Nativité, mais il y a également tout ce qui tourne autour de Bethléem. Par exemple, nous, on a une ambassadrice qui fait partie de l'équipe Peace and Trip, qui s'appelle Abir El-Chouli, donc qui est notre ambassadrice à Bethléem, parce qu'elle représente le village de Batir. Le village de Batir, c'est un petit village qui est d'ailleurs fait partie de la liste de l'UNESCO des patrimoines mondiaux en péril, qu'on essaie de promouvoir également. C'est un ancien village romain, c'est extraordinaire. Quand on y visite, il y a encore d'abord un chemin de fer, des vieux trains, il y a encore, on peut retrouver des bains romains, on peut retrouver des piscines, c'est extraordinaire. C'est un village qui mérite. Et pour nous, alors pourquoi est-ce que notre association est éco-responsable? Parce qu'en fait, moi j'ai une sensibilité écologique. Et quand je suis partie visiter la Palestine, je me suis rendu compte que c'est vrai, il faut reconnaître certaines choses, c'est que dans les territoires palestiniens, on a l'impression que l'État l'OLP n'est pas présente. Je ne veux pas parler politique parce qu'on est une association qui est apolitique et religieuse, mais en tout cas, tout de suite, je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a un manque d'intérêt à l'écologie. Et pourtant, il existe des industries qui font du recyclage de bouteilles, etc. Donc je pense que c'est pour des raisons financières, mais en tout cas, j'y ai trouvé moi très peu d'intérêt pour l'écologie. Et donc, on a travaillé on a d'ailleurs un expert environnemental qui s'appelle Ibrahim El Ali, qui est le directeur de Blue Green International, qui est donc notre conseiller à ce niveau-là. Et on essaie de développer, c'est un projet qui va naître très bientôt, de former les enfants à l'écologie. Parce que l'écologie, ça concerne d'abord aussi bien les enfants palestiniens que les enfants israéliens, mais c'est quelque chose qu'il faut impérativement introduire dans l'esprit des enfants et des adultes. Parce que c'est vrai que, donc nous on s'est dit, voilà, on va lancer cette association, elle sera éco-responsable, parce que d'abord on va favoriser le transport en commun, on va favoriser la marche à pied, et lorsqu'on va visiter, par exemple, dans notre itinéraire, on aura une baignade à la mer Morte, ben voilà, si on est dans un coin où il y a des formes de pollution ou autre, on va s'engager pendant une petite heure à faire du ramassage, à nettoyer et à contribuer un petit peu au nettoyage de cette ville. Alors, dans votre dossier de presse, il y a une carte, une carte de la Palestine. Donc avec les villes. Est-ce que ce que je vois là, c'est le circuit ou quoi? Non, pas nécessairement. On a mis principalement les villes. Voilà, c'est les principales villes qu'on peut trouver. Alors c'est difficile aujourd'hui de trouver une carte de la Palestine, faut dire les choses. Oui, j'imagine. Donc là on a récupéré un peu ce qu'on a trouvé, mais ça représente principalement les villes, parce que pour l'instant on se lance dans les territoires palestiniens. On va dans principalement, alors les villes, ça serait plutôt Hébron, Ramallah, Jéricho, la Galilée, la mer Morte et. Il n'est pas question d'aller à Gaza, non? Pas pour l'instant. Pas possible. Pas pour l'instant, parce que c'est encore. On est une jeune association, déjà on démarre, et on a besoin d'être sûr, parce que ce qui nous pose problème en fait pour Gaza, c'est que on peut avoir la certitude d'y entrer après plusieurs heures, voire plusieurs jours d'attente, mais on n'a pas la certitude de ressortir. Donc, quand on a des billets d'avion qui sont prévus à tel ou tel jour, il vaut mieux en tout cas se rendre à Gaza quand on a un séjour assez long. D'accord. Est-ce que ça sera dans le programme peut-être Gaza? D'accord. C'est sûr. Oui, c'est sûr. Gaza fait partie de toute façon. Aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'en fait, la frontière entre la Palestine, le Gaza et l'Égypte, c'est fermé. Ouais. Malheureusement, c'est fermé. Donc, il n'y a pas de. Il n'y a pas de passage en fait pour l'instant, et c'est très difficile en fait d'avoir du tourisme, par exemple, d'envoyer du tourisme à Gaza, malheureusement. Mais ça sera dans le programme, en espérant que c'est ouvert un jour. Ouais. Donc, mais ça sera tout à fait faisable. Ouais.
D'accord. Est-ce que, Mohamed, je vais te laisser parler juste après. Est-ce que vous avez des relations avec, comment dire, les Israéliens qui colonisent cette partie justement de la Palestine, entre guillemets? Alors, parce que dedans, dans cette Palestine, il y a aussi des colonies sauvages, etc. Oui, alors nous, on se rapproche pas des colonies. Parce que d'abord les colons sont pas des gens très tendres et que il vaut mieux ne pas. D'abord on n'y va pas, on y va dans l'esprit de paix, de découverte et des cultures. Donc y aller c'est un peu provoquer. Donc on n'est pas dans cet esprit-là. En revanche, j'ai quelque chose quand même à dire par rapport à ça parce qu'on a un projet qui est très clair. Et nous notre identité c'est de cultiver la paix dans les esprits des hommes et des femmes. Et ce qu'on veut faire avant tout c'est faire coexister les peuples. Alors pour l'instant on ramène nous toutes personnes ici qui sont intéressées pour aller découvrir la Palestine, que ce soit des pèlerins chrétiens, des pèlerins musulmans, que ce soit des pro-palestiniens, tout en restant dans une forme de pacifisme parce qu'on y va là-bas pour promouvoir le tourisme et on aimerait que notre projet puisse exister à long terme. Ensuite, notre idée seconde, et ça prendra un petit peu de temps parce qu'il faut préparer les populations, qu'elles soient juives ou qu'elles soient musulmanes, mais c'est de faire rencontrer, de faire séjourner des familles juives au sein des familles palestiniennes musulmanes. Ça c'est très important parce que on sait que au-delà des divergences politiques ou autres, il y a des familles juives israéliennes aussi qui sont en faveur de la paix et qui veulent découvrir la culture palestinienne, qui aiment cette culture-là, et on aimerait faire coexister ces personnes-là. On aimerait que ces personnes puissent avoir cette opportunité de rentrer au sein des familles palestiniennes et d'y vivre pendant quelques jours. Mais et d'autant plus que si on remonte aux origines au début du siècle dernier, les premiers réfugiés juifs qui arrivaient d'Europe étaient accueillis les bras grands ouverts par les Palestiniens locaux qui les accueillaient parce que justement ils étaient persécutés. Et puis après, l'histoire a évolué. C'est ce que dit Hussein tout le temps. Il dit c'est comme ça qu'on a perdu la Palestine. Tout le temps. Et d'ailleurs, en fait, Aïcha, elle a senti ça parce qu'en fait, elle était en Palestine. Excusez-moi, Mohamed, je prends en fait. Non, tfaddal. Du coup, en fait, les Palestiniens ils sont des gens vraiment très chaleureux. Donc, on le voit à travers. Si par exemple toi tu vas en Palestine, tu dis ouais moi je prends mon sac c'est tout, je vais en Palestine, te trouves à manger, te trouves à dormir, te trouves pas des clochards dans la rue. Tu vas faire en fait toute la Palestine, te trouves jamais clochard dans la rue. Il n'y a pas d'électrons libres. Oui, en fait, voilà. Donc là, il y a une question très importante derrière tout ça. Aujourd'hui, par exemple, nous ici en France, si on travaille aujourd'hui, on mange. Si on travaille pas, on mange pas. Mais le système en fait en Palestine, c'est différent. Pourquoi ? Parce que les gens ils sont solidaires ensemble. C'est une société en fait. Ils sont ensemble, par exemple. Que ce soit chrétien et musulman. On le voit très bien. Moi, je suis né à Bethléem. Donc, quand je vais manger, par exemple, dans un resto, on a les photos de Mariam, l'Adra, comme on l'appelle en français. La Vierge Marie. La Vierge Marie. Et on fait aussi le Surat al-Fatiha à côté. Du coup, c'est mélangé. Par exemple, mon frère, il est dans le soldat, en fait, en Palestine. Alors, il y avait des chrétiens, en fait, des soldats des chrétiens palestiniens avec eux. Moi, je ne vois pas la différence, jamais. Le chrétien, c'est lui, en fait, qui se réveille tout le monde au ramadan, en fait, pour faire le suhour. Ouais. Du coup, en fait, pour nous, les Palestiniens, on est tous ensemble. D'ailleurs, c'est pour ça, en fait, depuis 1948, on combat, en fait, contre l'occupation et tout ça. Et après, je reviens juste, en fait, par rapport moi, j'aimerais bien parler un peu sur notre Rashaïda Bedouin Camps. Ouais. Du coup, pourquoi, en fait, nous, on a décidé, en fait, de planter 2000 oliviers dans le désert. 3000 l'objectif. 3000. C'est pour protéger en fait les terrains. Donc il y a un but derrière tout ça. Donc c'est très important. Par exemple, Mohamed il vient, il écrit son prénom, machin. Ça serait, dans un olivier, retourne dans 5 ans, c'est toi en fait qui va planter, comme on dit, qui va récupérer en fait les. Magnifique. Tu sais, juste à l'entendre. Regarde, j'ai la chair de poule. Voilà. Moi, je vais juste avoir un message dynamique pour la jeunesse, parce que j'ai beaucoup de monde qui me suit sur les réseaux. Aujourd'hui avec Aïcha j'ai pris un engagement, et mon engagement premier c'est de booster surtout la jeunesse. Je m'excuse Aïcha, parce que on a tendance à se dire on veut faire le pèlerinage, on veut faire ci, on veut faire ça quand on a atteint un certain âge, et peut-être qu'instinctivement on va se dire je vais visiter la Palestine peut-être quand j'aurai un certain âge. Non, on a besoin de notre jeunesse forte.
On a besoin, au lieu de par exemple de se dire en mois de mars, je vais aller en Thaïlande, passer 3 semaines là-bas, je me dis, allez, je vais peut-être passer 10 jours en Palestine avec mes frères. Je vais dynamiser le truc, on va planter des oliviers, je vais me donner à fond, je vais voir mes frères, on va être solidaires, on va kiffer. On va prier à l'Aqsa, voilà, on va prier à l'Aqsa, on va, tu vois, on va se faire un petit kiff. Parce qu'il faut se dire que la Palestine, c'est beaucoup de jeunesse et beaucoup de joie de vivre. C'est pas que la guerre, c'est pas que l'occupation, etc. Les Palestiniens, ils vivent, ils sont heureux malgré l'occupation, etc. Et ils se disent, bon, ok, ça c'est la politique. Ok, c'est comme ça, mais aussi on vit, on est solidaire. Et si nous, en dehors de la Palestine, on peut être solidaire, on peut être dynamique, on peut apporter quelque chose, je trouve que le projet d'Aïssa et de Hussein, c'est vraiment quelque chose de formidable. Et moi, je serais heureux demain de ramener ma fille en Palestine et de lui faire planter un olivier. Ouais, ça serait vraiment un pur kiff. Avec plaisir. Ouais. La bienvenue. Ouais. Les amis, on va marquer la première pause de cette émission et puis on revient juste derrière. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour mieux vivre ensemble. Pour mieux vivre ensemble. Allez, de retour dans les studios de France Maghreb 2, c'est toujours Fawzi pour vous accompagner dans la joie et la bonne humeur avec ses amis ce soir. Il s'agit de Aïcha qui vient nous parler de Peace and Trip, un site internet à votre disposition, www.peaceandtrip.org. Si vous voulez voyager, faire du tourisme éco-responsable en Palestine, eh bien c'est le site qu'il vous faut visiter pour avoir des astuces. Et puis on peut déjà vous parler un petit peu des formules. Oui. Mais peut-être un mot oui. rapidement. Moi j'avais juste une question sur l'éco-responsabilité. Oui. Éco dans l'aspect écologique ou économique? Parce non, que alors, les deux. là aussi vous pourriez. Mais c'est aider plutôt aussi, écologique. Mais c'est vrai qu'on propose des séjours qui sont tout à fait accessibles. Là par exemple, on a un départ en avril, un premier groupe donc qui part le 3 avril et un deuxième qui part le 8. Les tarifs qui étaient proposés c'était 1050 € tout compris, ce qui représente rien. Il faut savoir qu'à Jérusalem c'est une ville qui est très très chère, qui a le même niveau de vie qu'à Paris. Donc c'est 1050 €, ça comprend le vol, l'hébergement, le transport, les repas. Donc et voilà, on propose des séjours qui sont parfaitement accessibles. On propose aux gens de transformer leurs rêves en quelque chose de réel. En fait. Et l'école. Alors l'écologie, c'est parce que on a une sensibilité écologique. D'abord, on n'utilise que des transports en commun. On va pas louer des véhicules ni avoir un bus privé. Une petite empreinte carbone, c'est bien. Oui, ben on utiliser les chameaux aussi. On est dans les bus palestiniens, voilà. Alors, on va utiliser les chameaux à Rashaïda, les chevaux peut-être à Naplouse, et puis on va faire beaucoup de randonnées puisqu'on va faire une randonnée de 6 heures dans la vallée de Judée en Galilée. On va faire une petite randonnée aussi dans les montagnes de Rashaïda, la ville de Bathil, on va la faire à pied. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont privilégiées effectivement parce que on a une sensibilité écologique. Et l'éco à l'égard des locaux, oui. Je pense au commerce, au commerce des locaux là-bas qui justement permettent de vivre justement de cet écotourisme et je l'entends dans le côté économique. Oui. Vous apportez justement une contribution. Oui, alors ce qu'on fait nous, c'est que d'abord pour promouvoir le tourisme, il faut quelque chose de concret. Alors ce qu'on organise nous et ce qu'on va démarrer là pour cette année et l'année prochaine, c'est d'abord on travaille avec des partenaires pour faire des festivals en Palestine. On va en organiser nous-mêmes l'année prochaine. Là on travaille avec un partenaire qui s'appelle Project Home, dont l'organisateur est Project Hope, dont l'organisateur est Hakim Saber. Donc le festival aura lieu du 5 avril au 20 avril, si je me trompe pas, c'est ça? On prend quoi le festival, Richard? Alors c'est des artistes qui viennent du monde entier pour alors il y a pas mal d'ateliers, il y a pas mal d'artistes qui viennent chanter, qui viennent montrer leur danse, même qui viennent... si je sais pas chanter. Voilà, il y a beaucoup d'artistes et puis il y a surtout un marathon en fait qui aura lieu qui s'appelle Nablus Marathon in Between Checkpoint de 12 km qui aura lieu le 14 avril et dont tous nos voyageurs, en tout cas ceux du deuxième groupe, vont pouvoir y participer. Donc en solidarité avec la ville de Naplouse et ce qui se passe là-bas. Voilà, on organise donc des festivals et ce qu'on fait alors nous vis-à-vis des populations justement, c'est que par exemple là, typiquement dans les séjours qu'on propose, on va aider des familles à se constituer maison d'hôtes, chambre d'hôtes. On va former nos guides, on va créer la première plateforme de réservation de maisons d'hôtes en Palestine qui n'existe pas, le même genre que Airbnb. C'est en cours. On va
dans les voyages qu'on propose, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on va planter des oliviers. Donc c'est ce qui va permettre aussi. Alors les oliviers, c'est tout un symbole en Palestine, mais en même temps, ça permet à une famille d'en vivre. Voilà. Ce qu'on va faire également, par exemple, typiquement nous, alors c'est anecdotique, mais on a demandé à tous nos participants, si vous avez l'intention d'aller chez le coiffeur, c'est pas la peine, attendez d'être en Palestine pour y aller, par exemple. Si vous avez l'intention de faire des soins, par exemple, on va les privilégier, ça c'est une vraie vie en immersion. Là, par exemple, on propose des soins pour des filles, pour aider une famille que je connais bien en Palestine et qui vit de ça. On va leur ramener tous nos visiteurs. On va, par exemple, participer à un mariage, donc on va faire une petite enveloppe pour la mariée. On va faire des choses qui aident en fait. On aura l'impression d'être au bled en fait quelque part, d'être en famille. C'est pas un bonheur de se dire, excuse-moi, je te coupe. C'est pas un bonheur de se dire, je vais aller fêter l'Eid avec mes frères palestiniens. Ou assister à un mariage palestinien. Tu vois, assister à un mariage palestinien, tu vois, en sachant que t'es le bienvenu, c'est ça le truc. Aujourd'hui, va organiser un séjour ici en France et va ramener des par exemple, je sais pas moi, je dis des Tunisiens à un mariage, ils vont te dire mais qu'est-ce que tu fais là? Alors que là-bas en Palestine, ils vont te dire voilà Habibik, t'es le bienvenu, tu vois. Alors que c'est vraiment un bonheur de se dire que de se projeter, de se dire ah bah tiens, je vais aller faire ça en Palestine, comme a dit Isha, je vais aller faire mes soins là-bas, je vais peut-être pas acheter mon gel douce ici en France, mais je vais peut-être l'acheter là-bas, etc. Toi, tu te tailleras la barbe là-bas, c'est ça? Ouais, mais moi je fais tout là-bas. Alors là-bas en fait tu peux gorger de moutons, des chèvres. Ouais, les chèvres, ça m'intéresse les chèvres. Non, faut épargner les chèvres, allez-y. On travaille aussi, c'est important aussi en fait, on a cette sensibilité aussi, on travaille beaucoup avec des associations palestiniennes qui aident les orphelins et les enfants malades. Donc là par exemple pendant les 2 semaines de séjour en Palestine, on a donc une association qui va organiser un spectacle pour nous, c'est pour les orphelins évidemment, mais ça sera en l'honneur de notre visite et ça sera pour nous l'occasion de distribuer des cadeaux pour les enfants, peut-être de faire du parrainage pour ceux qui le souhaitent. Là ils seront en contact direct avec les familles et ils pourront développer ce projet. Et puis on a également, alors c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est très axé musulman, mais on vise pas, on s'adresse pas uniquement en fait aux communautés musulmanes, on s'adresse aussi aux communautés chrétiennes. On va organiser un séjour là pour la fin de l'année pour passer Noël à Bethléem, donc pour tous les orthodoxes ou les catholiques. Et ça n'empêche pas les musulmans d'y participer. Moi personnellement, les Palestiniens participent avec. Exactement. Moi j'ai l'intention de passer Noël au Saint-Sépulcre ou à Bethléem. Franchement, ça va être un gros plaisir de passer Noël avec mes frères palestiniens chrétiens. Franchement, grand plaisir. Noël et tout. Ouais, grave. En mère Noël. Est-ce qu'on peut parler de vos hôtes? Alors les gens qui vont vous accueillir, c'est qui? Est-ce que vous les sélectionnez? Est-ce que c'est de la cooptation, des amis, de la famille? Alors c'est un peu de tout, c'est les gens qu'on rencontre et dont on constate un peu la situation sociale et financière. Par exemple, on a une famille à Jérusalem. Alors c'est vrai que les familles de Jérusalem sont moins, on va dire, à déplorer que d'autres familles. Ceci dit, ça reste quand même des personnes qui sont dans une forme de djihad parce que par exemple, à la famille qu'on connaît à Jérusalem, c'est une mère, par exemple, qui travaille pour l'ensemble de sa famille. Donc c'est une personne qui subvient aux besoins de 10 à 12 personnes et qui lutte, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les familles palestiniennes qui vivent au sein de la vieille ville de Jérusalem sont harcelées entre guillemets pour qu'on leur achète leur maison. Donc on leur propose des tarifs dont on ne compte plus le nombre de zéros. Oui, pourvu qu'ils s'en aillent. C'est ça. Ouais. Alors justement, est-ce qu'on peut parler de l'Quds de Jérusalem? Hussein, toi tu connais bien la ville, tu peux nous expliquer quelle partie est musulmane, quelle partie est grecque, quelle partie est juive et quelle partie est arménienne, parce que je sais qu'elle est divisée en 4. Ouais, alors Fayrouz elle a dit en fait ya Quds ya Madinat al-Salam. Madinat al-Salam. Ça veut dire en fait la ville de la paix. Et d'ailleurs en hébreu, Jérusalem c'est Yerushalayim, la ville de la paix. Après en fait quand on parle en fait de Jérusalem, c'est la ville. Après en fait on a l'Aqsa, c'est le Masjid al-Aqsa, donc c'est la mosquée de l'Aqsa. Par contre c'est pas celle qu'on voit c'est pas celle qu'on voit sur non, pas du tout, ça c'est la mosquée du Dôme. Voilà. Donc tout le monde fait la confusion d'ailleurs. Ouais. Du coup en fait le Masjid al-Aqsa, on a Masjid Omar, c'est en Bethléem en fait. Ah bon? Ouais. Après on a le Knesset al-Qiyama. Donc on a les 3 religions en fait à Jérusalem, donc c'est une ville pour partager en fait la paix, donc c'est pour partager même les religions. Alors c'est côte à côte en fait, ils sont pas loin, mais ils sont tous en fait dans le même secteur. Ouais, dans le même mur en fait, qui sont dedans. Donc c'est symbole pour partager
la prière et la paix. Du coup, c'est pour ça, en fait, d'ailleurs, nous, moi, en fait, quand j'étais, en fait, le président de l'Union Générale des étudiants de Palestine, section Paris, alors, les gens demandent qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la Palestine. Et ça, c'est une question très dure à répondre. Donc, aujourd'hui, nous, on a trouvé, en fait, la réponse. On peut dire, en fait, allez visiter la Palestine. Comme ça, vous allez comprendre, en fait, tout seul, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les Palestiniens, pour les familles palestiniennes, par exemple. Découvrir, en fait, la vie palestinienne. Et c'est bon, en fait, la vie palestinienne. D'ailleurs, moi, je suis voyagé presque partout dans l'Europe. Mais si on voit quelqu'un, en fait, qui tombe dans la rue, il n'y a personne qui vient pour lui aider, malheureusement. Mais ça n'existe pas en Palestine. Ça, c'est impossible de voir quelqu'un qui tombe et il n'y a personne qui vient pour le relever. Voilà. Pour revenir à Jérusalem, la vie des quartiers là-bas, les gros quartiers, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors en Jérusalem, en fait, il y a plusieurs bab, comme on dit. Plusieurs portes. Plusieurs portes pour rentrer. Ouais, pour rentrer. Il y a Bab el-Amoud, il y a la vieille ville. Il y a en fait à côté, il y a l'Aïsaouia et les petites villes en fait jusqu'à aujourd'hui qui des Palestiniens qui vivent en fait dedans. Alors les Palestiniens qui vivent en fait à Jérusalem, ils n'ont pas la nationalité israélienne, ils ont en fait des cartes de séjour. Donc là, ils peuvent circuler en fait dedans, mais c'est pas une nationalité. Si vous voulez, ce sont apatrides. Ils ont ni des cartes d'identité palestiniens de Palestine, ni en fait d'Israéliens. Donc ces cartes juste en fait pour qu'ils puissent circuler dans dans les rues. Laissez passer. Ouais, laissez passer, exactement. Alors Jérusalem, c'est en fait, je sais pas en fait exactement la date et tout par rapport en fait l'histoire de Jérusalem, mais je connais en fait des quartiers en fait là-bas qui c'était en fait la plupart des habitants des musulmans et des chrétiens. Et après, en fait, avec l'occupation qu'ils ont venue, aujourd'hui, malheureusement, en fait, elle essaye de dégager, en fait, tout ce qui est palestinien de la vieille ville de Jérusalem. Alors, qu'est-ce qui se passe sous la mosquée la mosquée du Dôme, c'est ça? Ouais. Il y a des fouilles sous. Oui, sous on la recherche, mosquée. il me semble, le trésor de Saïdna Suleiman. De Salomon. Voilà. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Ils sont en train de creuser, faire des galeries, ou alors ils recherchent et ça risque de déstabiliser de faire effondrer la mosquée elle-même. Oui, alors nous, c'est vrai qu'on essaye encore une fois, on essaye de pas trop. On essaie de pas trop parler politique pour essayer de vivre. On parle d'archéologie là. Voilà, on parle d'archéologie. Mais non, parce que c'est un sujet qui fâche, qui divise. Et effectivement, il y a ce projet on creuse en fait en dessous, on fouille, on creuse partout. Et alors on parle effectivement d'un risque d'effondrement. Effectivement de l'esplanade du Dôme, mais pour l'instant. Je ne sais pas où en sont les fouilles, mais je pense que les Israéliens sont quand même assez sensibles pour quand même préserver le patrimoine. Mais encore une fois, il y a un véritable risque. Alors c'est ce que j'ai découvert en allant là-bas. Par exemple, quand vous rentrez dans la mosquée du Dôme, vous avez ce qu'on appelle, je sais plus comment on appelle ça, pas le Maqbar, mais l'emplacement de Sayyidna Ibrahim, là où il a voulu sacrifier son fils. C'est un espace. Voilà, qui se situe quand vous rentrez à l'intérieur de la mosquée du Dôme. Il y a des petites marches d'escalier, vous descendez et puis il y a une place. Donc apparemment elle est divisée. Donc nous on a un espace, nous entre guillemets les Palestiniens musulmans, et qui est partagé en tout cas avec les autres. C'est tout ce que je sais, mais personne n'accède en fait au tunnel et personne. Mais effectivement, il y a ce projet-là. Et alors, ce qui se passe également quand des choses que vous pouvez voir en fait en étant en Palestine, quand vous vous levez le matin tôt pour aller prier à la mosquée. Il y a des moments où effectivement les portes sont fermées parce qu'il y a une bande de colons qui arrivent et qui sont autorisés à rentrer, donc ils y rentrent une trentaine de minutes pour danser, chanter, et ce qui plaît pas du tout aux Palestiniens musulmans évidemment, qui rentrent pour prier, et que ça crée régulièrement un matin sur 4, ça crée des tensions et des conflits. Voilà. Alors ça va pas jusqu'au conflit physique ou autre, parce que la police, enfin les militaires israéliens sont là, mais ça crée beaucoup de tensions. Et en fait, on sent une exaspération un petit peu de la population palestinienne qui passe l'éponge quelque part, mais qui sont présents.
Et en fait, ce qui est étonnant, et d'ailleurs c'est ce qui fait plaisir à voir, c'est que quand vous vous rendez le matin pour la prière, on se dit bon, il y aura peut-être très peu de personnes, mais où il y aura que des gens qui prient en fait de Jérusalem. Et moi, j'ai été surprise de voir le matin à 5h du matin des gens venir de Ramallah, des gens venir de Naplouse et d'ailleurs pour uniquement prier à la mosquée à la fois. C'est extraordinaire. Non, mais, ça vaut son détour. Bah oui, mais c'est pas facile parce que depuis qu'il y a le mur qui entoure Jérusalem, avant pour circuler entre Jérusalem et Ramallah, vous en avez pour 15 minutes. Aujourd'hui, pendant les heures de fermeture, c'est 1 heure de route. Est-ce que vous avez pris des engagements ou des objectifs à atteindre vis-à-vis des populations locales? Oui. Alors, alors des engagements, oui, c'est-à-dire les personnes avec qui on a commencé à établir, à mettre en place toute cette structure, on les accompagne maintenant jusqu'au bout. On aide certaines associations, mais pour nous l'objectif il est clair. Là, on démarre, on s'arrête pas. Ce qu'on veut, c'est vraiment former un maximum. Aujourd'hui, il y a à peu près 300 guides palestiniens. Pour nous, il est hors de question que le chiffre s'arrête à 300. Donc, il faut non pas qu'on double ou qu'on triple, il faut qu'on multiplie par 10. Il faut qu'on multiplie par 10 parce que là, par exemple, les guides qu'on va former, ce sont des personnes à qui donc on va offrir cette formation, qui vont pas pouvoir pas simplement vivre des clients qu'on leur envoie, mais eux-mêmes, ils auront leur propre réseau. Sur place, ils vont pouvoir aller récupérer eux-mêmes, parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui viennent jusqu'à Jérusalem, mais qui n'ont pas idée d'aller plus loin. Donc, ils vont pouvoir les récupérer et dire non, il y a autre chose à récupérer. Il y a autre chose à aller visiter. Il y a autre chose à aller voir. Sachant que le tourisme, même s'il est, disons qu'un Palestinien il travaille 1 mois, cette masse salariale elle peut le faire vivre pendant 4-5 mois. C'est ce qu'a m'expliqué Aïcha, c'est-à-dire que c'était l'équivalent de 700 €, je crois. 700 €, 400 €, je crois. Mais là, par exemple, pour te donner un exemple très précis, le salaire moyen d'un Palestinien, il tourne autour de 200 et quelques euros. D'accord. Donc là, pour le groupe, on est 30 personnes à partir au mois d'avril. Les guides vont pouvoir bénéficier chacun à peu près de 1 000 €, ce qui correspond à 4 ou 5 mois de salaire. Et donc c'est ce qui va les aider en tout cas à tenir jusqu'en juin prochain, jusqu'à notre prochain départ, parce que le prochain départ est prévu en juin. Pour nous, c'est extraordinaire ce qu'on peut leur offrir en quelques jours. Moi, je m'attendais pas à autant. Mais pour eux, si vous voulez, pour nous, gagner 1 000 €, c'est bien, je veux dire, quand on est seul. Mais pour les Palestiniens, encore une fois, ce sont des gens qui ne vivent pas en électron libre. Donc pour un Palestinien, un guide qui va pouvoir bénéficier, là, en 2 semaines, de 1 000 €, c'est toute une famille qui va pouvoir en bénéficier. Est-ce que vous avez aussi des contacts avec des artisans locaux? Oui. Pour justement les aider à vendre le produit, le fruit de leur artisanat. Oui, alors on va un peu discriminer les commerçants de Jérusalem, malheureusement, mais on va essayer de privilégier effectivement des personnes qui produisent de l'huile d'olive, qui vendent des épices, qui font du savon, enfin tout ça c'est en dehors de Jérusalem. D'accord, et ça se fait? Ça se fait, oui. Le savon? Le savon de Naplouse, par exemple, c'est quelque chose qui est très connu. D'accord, ok. Et dates, qui se vend par exemple, beaucoup. nous on avait reçu ici un jeune qui faisait de l'importation de produits palestiniens comme l'huile d'olive, tu disais, mais aussi les dates. Oui, alors je pense que là c'est peut-être le moment de parler parce alors nous on est spécialisé dans les voyages, mais on travaille beaucoup en partenariat avec d'autres partenaires et on a un très bel exemple d'un monsieur qui est français qui s'appelle Jean-Marie, mais que Abou Djihad, nous on l'appelle Abou Djihad, donc ça fait 15 ans qu'il travaille avec les Palestiniens. Voilà, et lui il est spécialisé dans la vente des produits palestiniens, donc c'est avec lui ici en France. En France. Ouais. Lui il va en Palestine, il récupère l'ensemble des produits qu'il trouve et puis il les revend ici. Alors d'une, ça permet de faire découvrir les produits. Parce que la Palestine, c'est un pays qui est extrêmement gastronomique. C'est-à-dire qu'il offre des produits gastronomiques dont on n'imagine pas le nombre de plats qui existent. D'ailleurs, Hussein, il est très bien passé pour en parler. Parce que Hussein est un expert dans la cuisine palestinienne. Il est expert, en fait, dans la danse, la debke palestinienne, parce qu'il fait partie de la seule troupe française, la seule troupe palestinienne en France. Donc, il va pouvoir justement offrir à nos voyageurs une initiation à la danse debke. D'ailleurs, quand on sera dans la montagne, dans le camp bédouin, et j'espère, Mohamed, que tu vas pouvoir le vivre, on va tous cuisiner. C'est Hussein qui va nous apprendre à cuisiner. Et l'idée, en fait, c'est que le voyageur, quand il quittera la Palestine, il va quitter la Palestine en allant acheter les produits, les épices qu'il a utilisés lui-même quand il aura appris à cuisiner, et puis il va retransmettre ici, il va refaire la même chose, tout comme moi je l'ai fait. Moi j'ai pu goûter à plein de choses et puis piquer des recettes et puis les refaire ici. Après, juste en fait, je vais retourner un peu sur le sujet en fait du produit palestinien. En fait, l'association qui font ça s'appelle les Philistins. Donc je invite tout le monde d'y aller en fait visiter les Philistins.
Et ils vendent en fait de l'huile d'olive, les bois d'olivier en fait de Bethléem, c'est fabriqué en fait en Bethléem, les savons de Naples en fait, qui c'est pure huile d'olive, donc c'est bien pour la peau, c'est bien pour la santé. D'ailleurs, en fait, c'est très bien bon. pour l'acné aussi. Ouais. Ouais, et les dates palestiniennes. Alors là, les dates, ça s'appelle Madjoul. Ouais, Oui. En fait, donc ça vient de Bien la sûr. Palestine. Donc, et aussi, c'est la troupe la danse qui s'appelle la troupe de Palestine pour Dabke. Donc ça, c'est notre troupe qui existe en fait depuis 2009. Et on fait en fait des spectacles partout en France, par exemple. On avait des invitations en fait pour aller en Algérie, mais malheureusement c'est pas bien passé parce qu'en fait il y avait des étudiants qui n'avaient pas en fait le droit d'y aller parce que c'était difficile pour eux. Du coup c'est pour ça qu'on est allé en fait d'aller en Algérie. Alors, il y a un autre aspect aussi, c'est l'aspect des orphelins. Oui. Quelle est votre position là-dessus et qu'est-ce que vous pouvez proposer comme aide à ces orphelins? Alors, on a trois choses même. On a développé récemment un partenariat, c'est pas encore officiel donc je peux pas donner le nom de l'enseigne, avec un grand magasin de jouets ici en France qui va pouvoir nous livrer en fait pas mal de jouets pour les orphelins et les enfants malades pour le jour de l'Aïd, Inch'Allah, en mois de juin. Donc l'idée en fait, on travaille sur 3 axes. D'abord de livrer des cadeaux pour les associations palestiniennes, parce que là par exemple on travaille avec une association qui appartient à un monsieur qui s'appelle Fadi, c'est le docteur clown en fait de Bethléem. C'est le plus gentil des docteurs clowns d'ailleurs que j'ai pu rencontrer. Et lui il passe son temps, son métier c'est ça en fait. Il tourne dans les hôpitaux, il redonne le sourire aux enfants malades, il permet à des orphelins d'avoir des cadeaux, de se faire plaisir, de ne pas être discriminés par rapport à d'autres enfants. Donc on travaille avec lui pour lui livrer justement ses cadeaux et à chaque fois qu'on aura des visites, il nous organisera des spectacles pour ses enfants. Le deuxième axe, c'est un projet qui s'appelle l'enveloppe. Alors, l'enveloppe, on n'a pas le temps d'en parler ce soir malheureusement, mais c'est un projet qui est juste extraordinaire. Ça sent les enveloppes. C'est ouais. Magnifique. Moi, c'est juste 30 secondes pour en parler. Juste 30 secondes. Cette enveloppe, elle avait une baraka extraordinaire. Quand elle m'a raconté l'histoire, franchement, j'y croyais pas. Elle avait très exactement 450 €, je crois, dans cette enveloppe, et elle voulait la distribuer, à une association ou un orphelinat. Elle a fait le tour de Bethléem, je crois, c'est ça? C'est Jérusalem. Jérusalem, pardon. Visiter un orphelinat, bon, il n'y avait pas d'orphelinat. Elle fait le tour, et elle se pose à un café, je crois, ou un restaurant, c'est ça. Ouais. Et du coup, elle croise quelqu'un qui, c'était une mère de famille. Bah, c'est Rabir, justement, celle qui est notre ambassadrice aujourd'hui. Voilà. Et cette femme lui dit, bah écoute, si tu sais pas quoi en faire en gros de cette enveloppe, viens, je t'emmène quelque part et t'inquiète pas, on va rendre joyeux plein de gens. Et puis du coup, Aïcha, je fais en bref. Et puis du coup, Aïcha, dans cette enveloppe, il y a 450 €. Elle a fait tellement le khayr à cette enveloppe, tellement le bien cette enveloppe, qu'à la fin, elle savait pas s'il y avait exactement cette valeur-là ou pas dans cette enveloppe. C'est-à-dire que les 450 €, ils ont permis d'acheter des fringues, des jouets, à manger. Mais en fait, c'est une enveloppe qui se vidait pas. C'est une enveloppe qui se vidait pas. 450 € qui était divisé pour aller vers 4 familles. Et on a distribué cet argent aux 4 familles chez qui on est parti voir, chez qui on a déjeuné. Et à chaque fois qu'on ressort, l'enveloppe elle est toujours pleine. Et c'est vrai, donc extraordinairement, moi franchement ça m'avait ému, ça me donnait ça m'avait fait pleurer à l'époque parce que j'ai vécu ça, je me dis j'y crois pas. Et en fait, on a pu encore faire des courses pour des familles de réfugiés dans le camp de comment il s'appelle le camp de Bethléem Daesh, voilà. Ouais. On a pu encore rencontrer d'autres enfants à qui on a pu offrir des vêtements pour la rentrée. Et puis on est rentré à Jérusalem, on a encore distribué cet argent à des personnes nécessiteuses. En fait, l'enveloppe est restée pleine, très clairement, du premier jour du séjour jusqu'au dernier. D'accord. Très bien, fabuleux. Faisons, s'il vous plaît, faisons des enveloppes. Voilà, donc on a le projet, faisons plein d'enveloppes pour distribuer aux orphelins, plus le parrainage qui va venir petit à petit. D'accord. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de... non, continuons. Je vais poser juste la dernière question à Aïcha. Oui. Pourquoi un tel engagement pour la Palestine ? Alors je sais pas, je peux pas vous l'expliquer. La Palestine, c'est un pays, je sais pas, c'est une population, c'est un pays, c'est un amour que j'ai dans le cœur depuis toute petite. Nous, on l'appelle comment la Palestine? Le paradis? Le paradis social. Voilà. Mais alors, pourquoi alors depuis tout petite? Depuis toute petite, c'est quelque chose qui m'a été transmis. Non, c'est quelque chose qui m'a été transmis par ma famille, parce que d'abord je suis issue d'une famille où j'ai des membres de ma famille qui sont extrêmement engagés pour les causes
on est engagé dès qu'il y a, à partir du moment où il y a quelque chose, voilà, d'injuste. Moi, j'ai ma sœur qui est engagée pour la Syrie. J'ai ma tante qui a un certain âge et qui tous les jours de sa vie, elle donne pour la société tunisienne, pour les enfants, etc. Donc j'ai eu cette transmission là depuis toute petite. Et puis on a démarré. Alors c'est vrai que moi j'ai démarré aussi avec ce qui se passait à l'époque en Tunisie, parce que moi je suis d'origine tunisienne. Sous l'époque de Ben Ali, etc. J'ai participé à la révolution. J'ai été une des porte-paroles de Monsef Marzouk, avec qui j'ai travaillé au palais. Mais donc j'ai toujours été lancée vers cette cause-là. Travailler, lutter contre l'injustice. Et la Palestine, c'est quelque chose. Je me suis toujours sentie palestinienne dans le cœur, en fait. Et j'ai toujours dit d'ailleurs à ma famille, un jour j'irai en Palestine, un jour je m'y installerai, et j'espère en tout cas que ça fera partie de ce projet-là. Mais je pourrais pas vous l'expliquer. Je sais pas, est-ce que c'est le fait que ce soit un pays qui est porteur d'une telle richesse, de tant d'histoire et de tant de culture, ou est-ce que c'est le simple fait de voir un pays occupé Non, c'est des sentiments en fait. Par tout. exemple, moi je suis palestinien, je suis né là-bas. À chaque fois en fait que je vais en Palestine, la frontière en fait, j'ai les larmes dans les yeux. Ouais. Je sais pas pourquoi. C'est vrai, moi c'est pareil. Chaque fois. Je pleure dès que j'arrive à Jérusalem, je pleure. Ouais, c'est comme ça, mais c'est un amour en fait qu'on a pour le pays. C'est chargé d'histoire. Bon. C'est chargé d'histoire. Voilà. En fin d'émission, on va vous faire sortir les mouchoirs, hein, mesdames. Voilà. Merci Abdeslam d'être passé ce soir. Mohamed, bon courage à toi. Hein. Merci Fawzi, merci. Est-ce que tu nous aimes? Bien évidemment. Merci aussi à Aïcha, merci à Hussein. Merci. Et merci Fawzi. à vous Merci tous Fawzi de de nous avoir invités. Peace and Trip. S'il vous plaît, allez sur le site internet peaceandtrip.org. S'il vous plaît, On a soyez une page curieux. Facebook Oui. également, sur Page laquelle on Facebook peut nous aussi, suivre. ouais. Voilà. Très bien, bisous à vous. On se retrouve mercredi prochain avec d'autres invités et d'autres aventures. Bisous, ciao ciao. Bisous. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 105.1 FM, à Dijon et toute sa région.